Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas du tout? Oui, c'est bon pour moi. Oui, c'est bon? Non, oui, c'est bon pour toi? Non, pas encore. Non, il est en train de se connecter. Non, il est en train de se connecter, Noah. Ouais. Noah, c'est bon? Non. Alors, donc aujourd'hui, je vous propose un texte de Pascal sur la justice et la force. Donc, c'est un texte avec une tonalité philosophique. L'idée, en fait, c'est un peu de travailler les sujets un peu ambigus, comme l'avait fait Noah, d'accord? Donc, ce que j'attends de vous précisément, c'est de situer le texte, de le contextualiser et de l'expliquer. Donc, j'ai pas envie de donner pour l'instant de consignes plus précises. On verra par la suite en fonction de ce que vous allez faire, si naturellement vous avez respecté ce qu'on attend de vous. Je vous rappelle qu'il est conseillé, pour ne pas dire nécessaire, d'ouvrir le sujet, c'est-à-dire faire le lien entre le sujet et l'actualité. Et discuter de ce lien-là, critiquer, analyser. C'est ça qui est important. Ce qu'on veut vérifier ici, c'est pas que vous soyez capable de lire un texte. C'est que vous soyez capable, en vous appuyant sur un texte, de fournir, encore une fois, une argumentation cohérente et pertinente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, il y a une première partie où on explique un peu le texte. Ensuite, dans notre ouverture, on part directement dans notre ouverture et on parle de notre ouverture. Alors, c'est pas une ouverture, c'est pas à proprement parler une ouverture, mais effectivement, dans une première partie, tu contextualises, tu présentes le texte, tu le contextualises, et tu dis quelle est la thèse de l'auteur, et dans une seconde partie, tu discutes de cette thèse. Ok. En essayant et en t'efforçant naturellement de rapprocher de l'actualité ce texte-là. C'est-à-dire que si on choisit ce texte-là, c'est pas un hasard. Et le but, c'est de comprendre pourquoi on l'a choisi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mince, excusez-moi. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire à chaque fois, parce qu'il y a certains textes où on ne peut pas vraiment. Il y a certains textes qu'on ne peut pas. Absolument. Il y a certains textes où on ne peut pas, il y a certains textes même qui ne seront pas reliables directement à l'actualité. Il y a sur certains textes, peut-être qu'on ne pourra pas nécessairement ouvrir. Hein. Par exemple, si tu as un texte sur l'art, bon, peut-être qu'on ne pourra pas forcément trop ouvrir, je l'entends. Voilà, ça, l'année dernière, juste sur l'art, et c'était vraiment pas possible d'ouvrir. C'est juste enfin, il n'y avait pas vraiment de thèse, antithèse, c'est juste quelque chose comme ça, et il n'y avait pas trop à discuter dessus. D'accord, ok. Là, en tout cas, voilà, à mon avis, il est pertinent pour ne pas dire nécessaire d'ouvrir. Donc, pour faire ce travail, on est d'accord, je ne veux pas que dans un premier temps, que ce soit la contrainte temporelle, comme hier, vous avez une demi-heure. Donc, durant une demi-heure, vous allez préparer. Ensuite, chacun, vous allez, encore une fois, comme lundi, me donner vos réponses. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail, on va corriger ensemble. Et une fois qu'on aura corrigé, on présentera, je pense, s'il nous reste du temps, une liste de questions également exhaustive à laquelle vous devrez apporter des réponses. Et on travaillera sur cette liste de questions jusqu'à la fin de la formation. OK? C'est bon pour tout le monde? Des questions avant de commencer? Valentin, Noah, c'est bon? Non, c'est bon. Allez, bon courage. Oui? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va? Ok. Il est 9h08. Vous avez jusqu'à 9h38 pour me faire une explication de texte. C'est bon? Ok. À de suite.
Alors, Valentin, tu as une question, je crois. Tu veux savoir si on doit faire une intro avec un plan. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Il faut faire une petite D'accord. intro avec un plan. Ok, Surtout pour la seconde partie. Tu as raison. Hein. d'accord. N'hésite pas à intervenir. Hein. Moi, je suis dans le PC. N'hésite pas. Ok. À de suite. Pas de questions? Noah, ça va? Bon. Ok. Allez, il vous reste 12 minutes. À de suite.
Alors, est-ce que vous avez fini ou il vous faut un peu plus de temps? Ouais, c'est à peu près bon. Ok. Et Valentin, Pour moi, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué sur ce sujet? Bon, Ouais, écoute, on va laisser, on va laisser toi le faire et comme ça te laissera éventuellement un peu de temps toi, pour travailler de ton côté. Alors, Noah, vas-y, tu peux y aller quand tu veux. Ok. Euh, Alors, Pascal, qui a vécu au XVIIe siècle, vivait dans un temps assez troublé en France et en Europe. Et alors, la stabilité de l'État était alors primordiale. Dans ce texte, il fait alors le parallèle entre justice et force. Justement, avec les deux premières, les deux et troisième lignes, il fait justement un parallélisme euh, pour montrer l'ambivalence entre la justice et la force, qui sont garantes de la stabilité de l'État. Elles sont alors complémentaires et nécessaires l'une à l'autre. Mais ici, il ne s'agit plus que la force domine, car elle est nécessaire. Euh, il stipule aussi que la justice n'est pas universelle. Il y aura toujours des avis différents. Et alors, il est important pour la justice d'être forte pour assurer justement une stabilité et un ordre, une voie à suivre. Euh, il stipule aussi que la force, non, oui, donner la force à la justice peut être contradictoire. Parce que si on donne la force à la justice, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui pourraient la considérer injuste et on a besoin de cette force pour équilibrer. Et alors, voilà, elle serait totalement insuffisante et c'est plutôt la force on donne à la force plutôt la justice. Euh, Aujourd'hui, on voit que c'est l'État qui détient ce qui est juste et il a alors le monopole de la force légitime. Très régulièrement, et notamment en France, dans des démocraties, on est dans des systèmes représentatifs. C'est alors une élite qui détient la force et donc définit le juste. Sauf que cela voudrait dire qu'on est un petit peu dans un système tyrannique où c'est une élite qui a le monopole de la justice et de la force, car souvent, ce sont la même classe sociale qui est au pouvoir et il y a très peu de mixité. On peut alors se demander si ce ne serait pas plutôt le peuple qui détient le juste en démocratie comme dans le système athénien, et on peut se demander si le peuple en soi est privé de cette justice de par la force de l'État et de cette élite. Nous verrons dans un premier temps que le peuple, en perdant la force, met en danger la justice, et dans un second temps, nous aborderons le fait qu'en démocratie, un État fort est nécessaire. Alors, quand on se demande si la force, le peuple, en perdant la force, met en danger la justice, on peut regarder par exemple en Russie, où M. Poutine a été élu démocratiquement, donc c'est le peuple qui a placé Poutine à la tête du pays, dans un système totalement démocratique, sauf qu'on a vu que, notamment dernièrement, qu'en lui cédant justement la force, il a pu euh, anéantir ou en tout cas priver les, ses opposants du pouvoir, soit en les éliminant ou en les empêchant de participer à la politique du pays, ou en tout cas de se présenter aux élections. Il a également, grâce à la force et au système juridique dans le pays, il a pu justement modifier ce système juridique
pour pouvoir se représenter à de nombreuses reprises et beaucoup plus que 2 fois le nombre de fois réglementaire à l'époque. Et cela met en danger justement la justice car il contrôle aussi le fait un peu les élections et il peut prévoir un petit peu à l'avance de manière habile s'il pourrait être de nouveau président ou non, malgré que ce soit un système démocratique. Donc, donner la force à un État et un homme qui peut s'approprier cette force peut être un danger pour la justice dans le pays. Mais on voit également dans des systèmes démocratiques un petit peu plus moins imparfaits, on va dire, même si la démocratie semble toujours imparfaite, qu'en 2017, quand Trump a été élu démocratiquement, on s'est aperçu qu'il avait eu moins de votes en sa faveur que son adversaire. Donc, le peuple en soi n'a pas pu élire la personne qui devait suivre justement la justice. Parce que la justice, c'est pour un pays, pour un groupe de personnes, c'est suivre la majorité. Quand on peut voir également en France, quand on regarde la popularité des présidents dernièrement, on observe que du coup nos présidents et leurs gouvernements sont généralement, même en ce moment, toujours en dessous de 50% d'approbation dans le peuple selon les derniers sondages. Donc, nous voyons aussi ici que malgré que les présidents ont été élus démocratiquement, donc qui suivent la volonté du peuple, et bien finalement, on s'aperçoit que la justice menée par le gouvernement et cette élite ne suit pas l'approbation du peuple et donc la justice du peuple. On peut alors regarder d'autres systèmes, par exemple le système suisse, qui font appel régulièrement à des référendums pour élire certaines lois. Et on peut se demander si la justice, ce n'est pas ça, c'est donner justement au peuple la possibilité de voter eux-mêmes les lois. Mais à ça, on va poser quelques problèmes, quelques soucis que pose ce système suisse grâce et surtout au fait qu'en démocratie, on a besoin d'un État fort qui est nécessaire. Déjà, dans un pays avec une plus grande population, il semble très compliqué de faire voter une population, notamment par le fait que l'absentéisme est très bas. Et donc, si seulement une petite fraction du peuple vote, on peut se demander si ce vote-là sera juste. On voit aussi qu'un système représentatif est nécessaire dans une grande population d'un point de vue administratif et ça permet à l'État d'être mieux géré. Et il est important aussi de savoir que même s'il y a des contre-pouvoirs, par exemple, grâce à des manifestations qui sont nombreuses en France, il est important pour l'État de ne pas céder justement à des minorités qui peuvent être bruyantes, qui sont contre l'État, car il n'a aucun moyen de savoir, à part si on mène un référendum, si cette partie-là de la population est majoritaire. Par exemple, on a eu de grands émois en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes qui était contre le pouvoir. Donc forcément, c'était une grande partie de la population. Mais est-ce que le pouvoir était légitime d'utiliser cette force? Eh bien peut-être parce qu'ils ont dû suivre une voie, ils ont été votés pour suivre justement la voie qu'ils avaient présentée. Et ils ne peuvent pas céder à une minorité de la population sans sonder la totalité de la population. Donc il est important de donner de la force au pouvoir, à l'État, pour réguler et pour suivre la marche qu'a donnée justement c'est important de donner la force à l'État pour qu'ils puissent suivre leur programme qui a été approuvé par un vote dans le peuple.
Et il existe également certains contre-pouvoirs dans des démocraties comme la France. Par exemple, par rapport à des votes entre deux tours, pas entre deux tours, mais entre deux élections présidentielles, il y a des législatives et certaines fois, une cohabitation a été nécessaire pour suivre au mieux la volonté du peuple et donc la justice. Si on prend le fait que la justice, c'est l'opinion du plus grand. La justice, c'est Voilà. l'opinion du plus. J'ai pas entendu. La justice, c'est l'opinion et la volonté du plus grand nombre. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de trouver d'ouverture. On peut se dire si la. Alors, en fait, encore une fois, c'est pas un problème de fond, mais c'est un problème de forme. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est trop saccadé, Noah, et il y a trop de. Tu vois? Alors, je sais pas Ok. si tu te rends compte, mais du coup, c'est pas forcément très agréable à entendre. Et donc, sur une composition de 15 minutes à l'oral, je pense que ça peut avoir un impact sur ta note. Oui, ça, je sais, j'en ai conscience. Ouais, donc il faut essayer. Je ne sais pas comment tu peux faire dans un espace de temps aussi court pour le changer. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Par contre, dans un premier temps, le texte est plus ou moins bien traité. Alors, j'ai trouvé beaucoup plus pertinent ton ouverture que le traitement du texte. Bon. Je ne vais pas corriger de suite parce que je vais attendre effectivement Valentin, mais quoi qu'il en soit, ton ouverture, ta référence à Poutine, c'est très pertinent, c'est très intéressant. C'est également très bien d'avoir fait le lien avec la démocratie et le contre-pouvoir et les gilets jaunes. Donc ça veut dire que tu as clairement compris le texte et tu as clairement fait le lien entre le texte et l'actualité. Donc ça, c'est les points qui sont très positifs de ta prestation. Ce qui est moins, encore une fois, c'est la forme, la fluidité du temps de parole, c'est trop saccadé, il y a trop d'hésitation, d'accord? Il n'y a pas assez de structure. C'est-à-dire que il faut vraiment, quand tu parles, qu'on voit où est l'intro, où est l'annonce de plan, où est la conclusion. Ok. Là, j'avais pas vraiment de conclusion, j'avais pas eu le temps de faire une conclusion, donc voilà. Voilà, et surtout, il manque, à mon sens, peut-être un peu de connecteur logique. Tu vois, c'est-à-dire en disant, ensuite, il est important également de voir. Par ailleurs, tu vois, ça permet quelque part de structurer ta réponse aussi. Oui. Donc, n'hésite pas à employer un peu plus de connecteurs logiques, mais vraiment, on aura l'occasion, juste après la prestation de Valentin, de le voir, mais ton analyse du texte, elle est pertinente, mais ce qui, à mon avis, a été encore plus pertinent dans ta prestation, c'est le fait que tu aies su voir dans la réalité comment on pouvait finalement donner écho à cette opposition, à cette analyse de Pascal entre la justice et la force. D'accord, c'était bien dans ce sens-là qu'il fallait partir, je savais pas trop. Oui, oui, c'est très bien, c'est exactement ça. Il fallait D'accord. naturellement montrer, comme le dit Pascal, que la justice et la force sont deux concepts indissociables l'un par rapport à l'autre, mais des concepts que tout oppose finalement. Parce que, comme il nous le dit, la justice sans la force, elle serait impuissante, mais la force sans la justice serait tyrannique. Hein, une justice sans la force, elle serait faible. Une force sans la justice, elle serait injuste. Bon, donc du coup, quelque part, l'idée, ça serait de mettre en avant, si vous voulez, un système dans lequel il y aurait quelque part un équilibre entre la force et la justice. Mais la question, c'est sur quoi se fonder ce système? Est-ce que du coup, on doit faire en sorte que ce qui est juste est fort, ou plutôt ce qui est fort est juste? En fait, est-ce que c'est la justice qui rend légitime la force, ou est-ce que c'est la force qui rend légitime la justice? Ça n'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Donc on va attendre de voir ce qu'a fait Valentin et après on corrigera ça, enfin on corrigera. Je vous donnerai des pistes de réflexion et on fera cette fameuse liste de questions. Valentin, tu es prêt? Alors, moi, monsieur, je ne suis pas sûr de pouvoir présenter Ouais, quelque chose parce que j'ai eu déjà une grosse incompréhension du texte au départ. Je pense que j'ai fait hors sujet. d'accord. Euh, bah là, mon travail, il est un peu déconstruit, je pense. J'ai mis un peu des éléments droite à gauche, mais je pense pas que mon texte soit bien Là, construit. je comprends, il n'y a aucun problème. Voilà, mais j'ai pas, je pense que pour l'instant, j'ai pas trop la méthodologie. Donc j'ai pas, enfin, mon texte ne ressemble pas du tout à ce qu'a fait Noah et j'ai pas, je pense que j'ai pas trop la En fait, méthodologie. d'accord, ok. Merci déjà pour ton honnêteté. La méthodologie, elle est claire. C'est dans un premier temps, c'est faire exactement ce qu'a fait Noah, c'est-à-dire présenter le texte, présenter l'auteur, le contextualiser. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer, par exemple, vous pouvez très bien commencer par une anecdote ou ce qu'on appelle une accroche.
en disant, par exemple, sur un sujet comme ça, on peut évoquer le fait que à chaque élection, en Tunisie, par exemple, je prends ce pays parce que c'est un pays pour lequel, effectivement, ces chiffres sont assez révélateurs. Depuis 2 décennies, en Tunisie, à chaque élection, alors c'est plus le cas maintenant, mais c'était le cas, le président qui était sortant, Ben Ali, avant le printemps arabe, il a été réélu avec 99% des voix. C'est-à-dire que pas 100%, parce que 100% ça aurait été trop, mais 99% des voix. Il est donc légitime, si vous voulez, il légitime le règne du coup, de sa force quelque part, et du coup, ça lui donne une apparence de pouvoir juste. Mais c'est qu'une apparence. Bon, donc on pouvait très bien faire une accroche comme ça. D'accord, ok. Comment? Ok, ouais, Ok. je prends note. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon Pascal, dans le texte, d'accord, la justice, elle a besoin de la force pour s'appliquer. La force, elle a besoin de la justice pour se légitimer. Il faut donc les assembler. Mais dans les faits, nous dit Pascal, c'est la force qui a corrompu la justice. Et ça, Noah l'a bien vu. C'est la force qui a corrompu la justice et se prétend juste à sa place. Donc, après la lecture de ce texte, on peut s'interroger de la manière suivante. Peut-on mettre la force au service de la justice sans que le processus ne s'inverse? Ça, c'est une bonne problématique. Peut-on mettre la force au service de la justice sans que le processus ne s'inverse? Autrement dit, et c'est un peu ce qu'a voulu dire Noah, les hommes ne respectent-ils la justice que parce qu'ils y sont contraints? Les hommes ne respectent-ils la justice que parce qu'ils en sont contraints? Donc, dans une première partie, ici, ce qu'il faut faire, c'est discuter de la relation ambivalente, paradoxale, antinomique entre la justice et la force. Ces deux concepts qui s'opposent, mais qui ont besoin l'un de l'autre pour exister. C'est tout le paradoxe. Dans une deuxième partie, il faudra montrer comment, quelque part, cet exercice, ce déchirement entre la force et la justice est au cœur de toutes les préoccupations politiques et sociales. À savoir, prenons l'exemple de la contestation des Gilets jaunes, effectivement, on voit clairement que dans une volonté de justice, les Gilets jaunes ont justifié la force. Et ça, Noah l'a bien décrit. On voit très bien également, lorsqu'il s'agit naturellement de Poutine, qu'il justifie également, par la force, la justice de son pouvoir et le pouvoir de sa justice. Donc c'était très bien, à mon sens, de faire écho à ces deux faits d'actualité. Je pense que ça ne sert à rien d'en donner plus. Il vaut mieux en donner deux et détailler ces deux faits-là, les analyser de manière précise encore une fois. Enfin, ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est le fait que ce texte essaye de penser, essaye de trouver comment doit être organisée une société. Sur quoi une société doit-elle être fondée? Est-ce qu'elle doit être fondée sur la force ou sur la justice? Force, par définition, est injustice. Justice, par définition, c'est faiblesse. Donc l'un et l'autre se combattent. On ne peut connaître l'issue de ce combat, mais il faut croire que la justice l'emportera, puisque, comme le dit Kant, si la justice disparaît, c'est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre. Autrement dit, la justice est la raison d'existence de la terre, des gens sur la terre, pardon.
Donc, Pascal ne nous dit pas qui va gagner, la justice ou la force. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la justice disparaît, si elle ne l'emporte pas, il n'y a aucune valeur, selon Kant, pour l'être humain à vivre sur Terre. Vivre dans une société injuste n'a aucun intérêt. Est-ce que ça vous paraît un peu plus clair? Oui. Valentin, c'est beaucoup plus clair? Ouais. Noah, tu avais largement compris le sens du texte. Donc je n'ai fait que reprendre un peu ce que tu as dit aussi. Hein. D'accord. Excusez-moi, il va falloir du coup on développe les parties où le plan va inclure en quelque sorte les idées principales de la partie. Alors, il faut développer des parties, bien sûr, mais si tu veux, en gros, la première partie consiste à analyser les rapports entre justice et force, montrer que dans un premier temps, ils sont contradictoires, ces rapports. Dans un second temps, montrer qu'ils sont quand même indissociables et que l'un a besoin de l'autre et inversement. Et dans une deuxième partie, il faut montrer en quoi, effectivement, ce texte est quoi l'actualité. Et pour faire cet écho, on prend effectivement dans la réalité le fait qu'il existe aujourd'hui des systèmes politiques corrompus basés sur la force comme le système de Poutine, ou bien alors qu'il existe des mouvements de contestation via les Gilets jaunes. J'ai une question pour Oui. l'explication de texte. Est-ce qu'il est attendu par exemple, qu'on détaille en disant, en parlant de figure de style, par exemple, moi j'ai mis un parallélisme, mais est-ce que c'est nécessaire ou non, par exemple, dire s'il utilise des figures d'autorité, de les dire pourquoi il le dit, ou il faut juste remettre en contexte et expliquer pourquoi, sa doctrine. Ah, il faut expliquer sa doctrine. D'accord. Mais juste ça, ou il faut aussi expliquer en détail comment il a fait ça, par exemple, avec les figures de style, pourquoi il les a utilisées et tout, c'est pas Non, nécessaire. non. Il faut surtout pas utiliser les figures de style ou pas. On n'est pas dans une explication de texte comme au bac de français. La seule chose qui intéresse le jury, c'est ta capacité à comprendre le texte. Mais en aucun cas, il s'agit ici d'une explication de texte au sens où vous l'avez vu au bac de français. D'accord, ça je savais pas, justement, je veux savoir. Non, faut pas dire oui, justement, il utilise l'oxymore. Non, pas du tout. Ok, On n'est pas dans un exercice de forme, on est dans un exercice de fond. ok, donc faut juste expliquer sa pensée. Exactement. Ah, attendez, laissez-moi une seconde, j'arrive de suite. C'est juste quelqu'un sonne, j'ouvre. Hop, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, juste Est-ce que une c'est autre clair? question. Est-ce que J'ai une c'est autre clair? question. Est-ce que vous êtes là? Oui, bien sûr, j'écoute. D'accord. Est-ce que, par exemple, dans une introduction, avant de partir directement dans l'explication de texte, est-ce qu'il faut délimiter les parties du texte, par exemple, dire oui, il va faire 4 parties. La première, il va faire un court résumé de la première partie, deuxième partie, troisième partie. Alors, oui, bien sûr. Il faut dire, dans un premier temps, nous allons voir en quoi la justice et la force sont des concepts qui s'opposent, mais qui finalement sont indissociables l'un et l'autre. Puis, nous verrons comment, dans la réalité, on peut voir cette opposition entre la justice et la force au travers de deux exemples. Le premier exemple, c'est le mouvement de contestation des Gilets jaunes, et le second, c'est le système politique mis en place par Poutine basé sur la force. D'accord. Du coup, le plan, faut le mettre au tout début. Absolument, dans ton intro. D'accord. Parce que moi, en fait, c'était peut-être pour ça aussi que c'est pas clair, parce que moi, mon plan, j'ai fait l'explication de texte, et ensuite, je suis parti sur un plan après. Enfin, après l'explication de texte, Oui, en gros, j'ai dit, du coup, j'ai dans vu. mon ouverture, soit donner la force, soit le peuple, en gardant la force, faire la justice, ou soit le fait que l'État a besoin de la force. Mais du coup, Non. le plan, c'est un tout début, mais du coup, l'explication de texte, c'est la première partie, c'est. Mais Ou en non, fait, ça correspond pas à une partie. tu ne peux pas, si tu veux, faire une explication si tu n'as pas fait de plan. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu introduis, tu contextualises. Bon, ça, tu l'as fait. Ensuite, tu problématises. Une fois que tu as problématisé, tu annonces un plan.
D'accord. Et le plan, il doit suivre le texte. Non, pas forcément. Le plan, il ne suit pas le texte, dans notre cas, puisque la première partie consiste à dire en quoi la justice et la force sont contradictoires et indissociables, et la seconde partie consiste à ouvrir le sujet. Donc, ça ne suit pas le texte. Ah, d'accord. Donc, le plan, la première partie, c'est l'explication et la deuxième partie, c'est l'ouverture. Absolument. D'accord, ça, c'est pas clair. Enfin, je vais pas comprendre. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que Valentin, toi, tu l'as compris? Est-ce que c'est clair? Je pense, ouais, c'est un peu plus clair, je pense. C'est un peu plus clair? Bon, on aura l'occasion de refaire un exercice comme ça demain, parce que je vois que ce n'est pas parfaitement maîtrisé. D'accord. Donc, on va y revenir. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant. Alors, attendez. Je reprends juste le document. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de répondre à une liste de questions. Donc, vous allez regarder ça ensemble. Alors, est-ce que vous voyez la liste de questions apparaître? Oui. Bon. Oui. C'est une liste de questions. Alors, peut-être, Noah, si tu as déjà passé un oral, peut-être que tu auras la possibilité d'en reconnaître dans cette liste. D'accord? Mais je vais m'efforcer de vous donner des éléments précis de réponse à ces questions qui sont très certainement susceptibles de vous être posées. D'accord. OK? Donc, l'idée, en fait, dans un premier temps, c'est que vous preniez 2 minutes par question, d'accord, pour essayer de répondre aux 10 premières. Donc, attention, je veux, quand je vous interroge tout à l'heure, que vous soyez en mesure de me fournir une réponse. La même réponse que vous m'auriez donnée si vous étiez en contact avec le jury. Très bien. Il y a des questions qui peuvent vous paraître bizarres, c'est le but. Est-ce qu'on t'a posé des questions bizarres, Noël, le jour de ton entretien? Euh, Pas tellement. Bah, en fait, il y avait deux parties de questions. Il y avait la première partie de questions, Ok. c'était vraiment sur G. le texte, sur la culture G. Et la deuxième partie, c'était sur ma motivation. Voilà. Et est-ce que sur la motivation, outre ton projet professionnel, on t'a posé des questions un peu d'ordre personnel? Euh, non, j'ai pas tellement souvenir de. Mais c'est vrai que je sais que c'est possible. Ah, Vous c'est plus que possible. vous avez déjà entraîné des gens qui font ce concours-là? Enfin, vous connaissez certaines questions? D'accord. Ok. Donc, du coup, ça veut dire que finalement, toi, on t'a pas posé trop de questions de type si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Donnez-moi 3 qualités, donnez-moi 3 défauts. On t'a Oui, posé. bon, ça, oui, mais ça, les qualités et les défauts, je pense pas que ce soit vraiment très, voilà, très surprenant. Mais oui, ça, on m'a demandé. Alors, non, c'est pas surprenant dans le sens où, effectivement, tu es quasi certain qu'on va te poser. Par contre, il faut préparer les réponses, hein. Parce que Oui. la plupart du temps, les gens pensent donner une bonne réponse, mais moi, quand on me dit que, par exemple, un défaut, c'est être perfectionniste, je peux te garantir que le candidat, il s'en sort pas s'il me répond ça. Ah oui, non, ça, j'en ai conscience. Voilà, il faut donner un vrai défaut, en fait, tu vois. On aura l'occasion de le voir. Valentin, est-ce que toi, tu as déjà passé un oral? Non, on est d'accord. Enfin, Non, pas du tout. pas du tout. OK. Donc là, en gros, je vais vous laisser. Donc, il y a 10 questions, 2 minutes par question, donc 20 minutes, pour préparer chacun une réponse à ces questions. On va corriger et ensuite, on finira cette liste au fur et à mesure des séances. OK? L'idée, en fait, il y a une trentaine de questions dans cette liste. L'idée, c'est vraiment que vous soyez préparés à tous les niveaux. Qu'il n'y ait, pour reprendre la formulation de Noah, aucune surprise le jour J. OK? Oui. On est bon? Oui? Ouais. Vous avez des questions? Non. Non, c'est bon? Valentin non plus? Non, c'est bon. Allez, à de suite, bon courage. Donc 20 minutes, hein, 10h27 et on corrige.
Alors, est-ce que vous avez fini ou est-ce qu'il vous faut encore un peu plus de temps? Parce qu'il y a des questions qui ne sont pas simples, hein. Il me reste 2 questions pour moi. 2 questions. Et toi, Noah? Moi, il me manque juste Surprenez-nous. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Tu manques laquelle? Moi, il me manque juste la 8, mais sinon, j'ai fini. Ok. Allez, donc encore 4 minutes alors, puisqu'il reste 2 questions à Valentin. Donc, essaye pour la 8, Noah, de trouver en 4 minutes une réponse. Ok? Ouais, ok.
Allez, on va corriger. On va commencer par Valentin, du coup, pour la première question. Vous avez 1 heure avec Macron, que faites-vous? D'accord. Tout simplement, je lui poserai des questions sur son mandat. Donc, déjà, comment il arrive à gérer une crise sanitaire, par exemple, telle que le Covid, ou les mécontentements du peuple, donc, tels que les Gilets jaunes, les attentats terroristes en métropole, tout ça. Et est-ce qu'on s'attend surtout à tout cela lorsqu'on n'est pas encore président, lorsqu'on attend donc de préparer ce mandat? Est-ce qu'on est vraiment préparé lorsqu'on voit les mandats des autres présidents précédents qui étaient peut-être un peu plus calmes? Est-ce qu'on est préparé à une telle vague de soucis? Et est-ce qu'on est préparé surtout à les éviter? Voilà, je pense que je lui poserai toutes ces questions. Alors, ok, je vais attendre de voir la réponse de Noah et on va voir ce que je pense de ta réponse. Noah? Alors, moi, déjà, je pense que c'est intéressant de savoir comment, en tant que président, il fait pour faire face à la pression. S'il avait quelques routines ou quelques conseils à donner, ça peut être très intéressant, il peut bien placer. Et sinon, ce serait de savoir, je lui demanderais quelle est sa vision sur le moyen et le long terme pour l'aéronautique française, sachant qu'en ce moment, on est plutôt dans le flou avec l'épidémie, la réduction de postes et également la loi climat qui était assez contre le domaine aéronautique. Donc voilà, je voulais savoir sa vision sur l'aéronautique française. Et voilà. Alors, ok. Alors, c'est intéressant vos réponses, mais à mon sens, vous passez un peu à côté du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 1 heure avec avec le président de la République, l'idée, c'est de faire en sorte de lui faire passer un message. Est-ce qu'il n'y a pas des causes qui, pour vous, sont importantes et qui peut-être ne sont pas assez défendues ou ne sont pas assez présentes aujourd'hui dans la société? Et est-ce qu'il ne faudrait pas profiter justement de cette heure avec M. Macron pour pouvoir lui faire part de ces causes-là? Alors naturellement, on peut évoquer avec lui comment il gère la crise. Quand tu dis, Valentin, de savoir si on s'y prépare, mais la réponse, elle est évidente en fait. Il va te répondre bien sûr non. On ne peut jamais être préparé à anticiper effectivement une telle crise parce que personne ne l'avait vu venir. Bon. Donc moi, je pense que si vous avez cette question, il vaut mieux profiter de l'occasion qui vous est donnée, de mettre en avant le fait que pour vous, il y a peut-être des causes, peut-être des idées qui ne sont pas assez médiatisées, qui ne sont pas assez mises en avant dans la société, que peut-être vous voudriez justement profiter du fait que vous puissiez échanger avec lui pour mettre en avant ces idées. Je pense D'accord. que ça montrerait une image positive de vous et ça renverrait effectivement des caractéristiques beaucoup plus positive par rapport à votre candidature. En D'accord. gros, la réponse que vous m'avez donnée, c'est la réponse de tous les candidats. Ok, Justement, j'ai hésité à parler justement du fait que de mon inquiétude pour l'aéronautique et justement de défendre ce secteur-là. Après, je me suis dit, je suis quand même parti sur le fait que c'est quelqu'un un petit peu de pas influençable, le président. Et que Oui, tout ce que j'allais lui l'aborder avec lui, bon, il savait déjà, il a des ministres et tout, bien il sûr. est parfaitement au courant. Donc, je me suis dit, moi, je l'influencerai jamais. Donc, au moins de savoir quelle est sa vision. Et puis, oui, en parler, de toute façon, dans un dialogue, forcément, je donnerai mon avis. Non, mais bien sûr. De toute façon, l'idée, bien sûr, c'est quand même de faire un peu des deux, c'est-à-dire de profiter de l'occasion qui vous est donnée et de pouvoir échanger avec le président pour lui poser des questions déjà sur la présidence, sur le fait de savoir comment il fait pour prendre une décision, en pesant le pour et le contre, parce que ça ne va pas être simple, comment il gère le stress, ça c'est intéressant. Mais surtout, voilà, si jamais j'ai l'occasion effectivement de discuter avec M. le Président, j'aimerais quand même aussi également qu'il me parle, et là vous évoquez un fait, une actualité possible, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce point-là, et j'aimerais qu'il me dise précisément ce qu'il compte faire. Oui, c'est un peu plus spécifique. Ok. Ok. Numéro 2, avez-vous déjà eu des expériences associatives, lesquelles? Valentin? Oui, deux principales surtout. Donc la première, c'est tous les ans, plus trop avec le Covid en ce moment, mais tous les ans, j'accueille des Ukrainiens qui viennent présenter un peu les coutumes et la culture dans leur pays. Oui, vous accueillez plutôt des Ukrainiennes, monsieur Valentin. Hein. Un peu de tout, hein, je dois dire, Oui, oui, oui. ukrainienne. Et voilà, ils Je crois viennent avoir jouer. compris pourquoi. Hein. Pardon? Je crois avoir compris pourquoi vous accueillez des Ukrainiennes. Eh ben, pour qu'ils présentent leur spectacle, tout simplement. Oui, oui, oui. Ah, vous appelez ça le spectacle, vous. Oui, tout à fait. Un spectacle qu'ils font dans les salles des fêtes de toutes les communes de
du département. D'accord. Voilà. Et je suis également inscrit, enfin, j'ai été plutôt inscrit il y a 2 ans de cela dans une association qui permettait de passer tout simplement le BIA, ce que j'ai pu justement faire, et également d'apprendre à piloter sur simulateur de vol. Et pourquoi vous avez arrêté? Bah, parce que j'étais à cette époque au collège et qu'après j'ai dû passer au lycée et que la demande de travail était un peu plus exigeante. Oui, d'accord, ok. Alors, c'est bien, bonne réponse. Par contre, insiste un peu plus sur les raisons de ton association. Par exemple, quand tu me dis on fait venir des Ukrainiens, c'est très bien. Alors, je te chante un peu sur les Ukrainiennes, bien sûr, mais essaye de m'expliquer en quoi ça consiste. Parce que faire venir des Ukrainiens en soi, je vois pas en quoi c'est associatif. D'accord. Voilà, explique. Voilà, le but, c'est effectivement de faire venir des Ukrainiens qui puissent faire leur spectacle et peut-être qu'ils puissent gagner de l'argent, j'imagine. C'est ça le Ouais, but? ouais, c'est ça. C'est Voilà. pour récolter de l'argent pour les orphelinats là-bas. Voilà, voilà. Tu vois, là, par exemple, tu ne m'as pas présenté ça, alors c'est dommage. Alors que c'est le but de D'accord. l'association. D'accord. D'accord. Et le BIA précise ce que c'est également. Peut-être qu'un membre du jury ne le sait pas. D'accord. Noah, avez-vous déjà eu des expériences associatives? Lesquelles? Alors oui, en 2017, je suis parti en tant qu'étudiant d'échange vivre une année aux États-Unis. Et là-bas, j'ai participé à plusieurs associations caritatives. Notamment, j'ai aidé à l'organisation d'activités pour des enfants qui n'avaient pas pu partir en vacances. Donc voilà, ça m'a occupé presque tous les week-ends de l'année. Et j'ai également participé à des associations de collecte et de distribution de denrées alimentaires pour les gens les plus démunis. Donc voilà, enfin, c'est important pour moi de contribuer à la société, d'aider à ces personnes-là qui n'avaient pas eu qui a autant de chance que moi ou voilà, enfin, je voulais vraiment aider comme je pouvais cette population et les connaître et j'ai gagné énormément en maturité. Ça m'a permis de même de mieux comprendre certains enjeux là-bas. Alors ça, c'est bien dans ta réponse, Noah, c'est que quelque part, tu dis ce que tu as apporté ce travail associatif. Ce qui n'est pas le cas de la réponse de Valentin. Et c'est peut-être ce qui intéresse le plus le membre du jury. En disant, voilà, c'est quand même important, je pense, d'avoir ce travail associatif parce que ça permet quand même aussi de prendre conscience qu'il y a toujours plus malheureux, qu'il y a aujourd'hui des dysfonctionnements, des failles, des lacunes dans le système, par exemple, alimentaire mondial. Vous avez des personnes qui meurent de faim tous les jours, donc ça me paraît important, modestement, à mon échelle, naturellement, de pouvoir contribuer à faire en sorte que la vie de certaines personnes soit moins désagréable ou meilleure. Donc c'est très bien, non. C'est clair pour tout le monde pour ces deux questions? Oui. Valentin, vous êtes un pays, une ville, lesquels? Pour le pays, bah, j'ai choisi tout simplement la France euh, parce que j'ai pu voyager notamment dans d'autres pays comme l'Espagne ou la Thaïlande ou le Royaume-Uni. Et c'est ce Décidément, qui m'a entre permis. l'Ukraine et la Thaïlande, ça fait beaucoup, monsieur Valentin. Oui, sauf que cette fois-ci, c'est pas moi qui ai accueilli les Ukrainiens, c'est les Thaïlandais qui m'ont Ah, accueilli. et ils vous ont bien accueilli, les Thaïlandais, hein, monsieur Ils m'ont Valentin. très très bien accueilli et malgré leurs difficultés dans leur pays, ils arrivent tout de même à faire face et à positiver, ce qui n'est pas le cas en France. Mais en France, on a d'autres points positifs. On arrive à gérer peut-être et voilà, on a cette solidarité entre les gens et je pense que c'est un point qui n'est pas négligeable dans notre pays. Après, si je peux rebondir sur la ville, j'ai choisi ma ville, donc La Rochelle, qui a une grande histoire aussi, notamment parce que c'était un très grand port de commerce durant le Moyen Âge. Pour également ces conflits, il y a eu la guerre protestant contre catholique à La Rochelle. Et donc, je pense que c'est une ville qui a eu son importance en France à une certaine époque. Voilà. Alors, ok, très bien. Alors, pas original comme réponse, bien justifié. Alors, je vais attendre la réponse de moi avant de donner plus d'éléments, mais quand tu donnes ta justification de la France, insiste aussi sur le fait qu'on est quand même dans un bon pays, avec des paysages magnifiques, avec des stations balnéaires
qu'elle soit d'été ou d'hiver extraordinaire, avec un bon climat, avec des bons restos, Ouais, j'ai hésité à le mettre avec ça, mais je me de suis dit, liberté, avec un système de santé que le monde entier nous envie. Enfin, mets en avant les aspects positifs. ouais, ok. Tu le fais un peu plus pour La Rochelle, fais-le un peu aussi pour la France. Tu ne peux pas D'accord. dire en gros j'aime la France parce que je vis dans d'autres pays, c'est moins bien. Tu vois? Ouais, Surtout qu'apparemment, d'après ce que tu dis, l'accueil des Thaïlandais il est quand même meilleur que l'accueil des Français. Donc c'est quand même bizarre que bah, du coup tu ouais, t'associes pas plus à la Thaïlande qu'à la France. Tu vois, c'est un peu contradictoire. c'est vrai. Hein. Donc fais attention à ça. Après, je Laurent, pense t'es pas où? qu'il Ah, faut dis-moi, prendre vas-y. un autre pays. On est vraiment obligé de prendre la France, non? Alors non, 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 t'es pas obligé de prendre la France. Mais par contre, si tu me choisis, par exemple, si tu me dis que tu veux être la Suède, mais que tu n'as jamais été en Suède, que tu sais même pas quelle est la capitale, que tu sais pas à quoi ça ressemble, et que tu n'es pas capable de m'expliquer pourquoi, enfin, tu peux pas me dire en gros j'ai envie d'être les États-Unis parce que c'est trop cool. Non, bien Ouais, sûr, il faut naturellement avoir des arguments, bien sûr, tu l'as compris. d'accord. Alors, non à toi, vas-y, on t'écoute. Alors moi, si je serais un pays ou une ville, je pense que je serais la ville de Nice, car elle est située un peu entre montagne et mer, et je trouve que ça me définit plutôt bien parce que elle forme un équilibre. Aussi, c'est une ville tout de même dynamique, sans souffrir de la frénésie des grandes métropoles françaises comme Paris ou Lyon. Et je me retrouve bien, je pense, dans cette ville dynamique, mais Bien sûr, moyenne, un peu plus dynamique facile. avec 60% de la population qui a plus de 60 ans, quoi. Incroyable. Donc vous êtes déjà mieux avant l'heure, quoi. Non, c'est quand même une ville qui, comparée à d'autres, qui est relativement dynamique. Après, tout est Ah oui, relatif. Si on compare comparé, à New York, Toulouse, c'est pas très comparé à dynamique. Roubaix et à Dunkerque, c'est sûr que c'est plus dynamique. Mais Voilà, voilà. En tout cas, elle est plus à échelle humaine. Moi, je trouve il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est une dynamique que j'aime quand même. Et voilà, et pour moi, elle forme un équilibre qui est important, je pense, pour avoir une vie accomplie et heureuse. Donc voilà. ok, bon, très bien. Et là, le pays, du coup? Moi, je pensais qu'il fallait être soit une ville ou soit un pays, parce que pour moi, Ah c'est un peu non, la même vous question. êtes un pays, pour l'interrogation, une ville, pour l'interrogation, lesquels? Donc il faut à la fois pays et à la fois ville. Ok, donc un pays. Non, mais c'est pas grave, ne me donne pas la réponse maintenant, mais essaie de Ouais, réfléchir et demain, tu me donneras une réponse. Ok? ok. Dans quel domaine n'aimeriez-vous pas exercer? Mais justement, tiens, non à toi. Mais du coup, vous faites pas un retour sur un pays, une ville, quelle réponse à celui? C'est que vous avez répondu à Valentin. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Vous avez dit qu'après, vous donnerez des éléments de réponse pour la question. C'est ce que vous aviez dit à Valentin ou c'est bon? Non, non, c'est bon, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est un pays, non, c'était pour l'autre. Quand on est un pays ou une ville, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va choisir un pays et pas un autre que la réponse est moins bonne. Alors, si tu me dis par exemple que toi, tu aimes par-dessus tout la liberté et que tu choisis l'Iran, bon, je vais me dire quand même, cet individu il est paradoxal. Vous vous en doutez bien. Bon. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il faut juste que la réponse elle soit bien justifiée, cohérente et pertinente. Si par exemple tu me dis que tu serais Nice, mais que tu n'as jamais mis les pieds, pour moi c'est problématique. Si tu me dis que le pays pour toi que tu admires le plus, c'est les États-Unis, et que si tu étais un pays, tu serais la Chine, je vais me dire, mais je comprends pas en fait. Il n'y a pas de cohérence dans ces personnalités. Tu comprends? Donc il faut Ok. juste que ça soit cohérent et pertinent. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions. Hein. C'est comme pour la question numéro 1. Quand on dit vous avez 1 heure avec M. Macron, que faites-vous? Ben, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a des réponses qui sont juste mieux justifiées, mieux argumentées, et surtout qui laissent apparaître beaucoup plus de caractéristiques positives à votre candidature. OK? Dans quel domaine n'aimeriez-vous pas exercer? On t'écoute, Noah. J'aimerais pas exercer dans le domaine de la finance, et plus particulièrement dans le monde de la spéculation. Pour moi, qui a un unique intérêt, c'est d'abord l'enrichissement personnel. Je trouverais que j'aurais eu un manque de reconnaissance, je me sentirais pas assez utile pour la société. Et pour moi, c'est important pour être heureux dans sa vie, dans son métier, d'avoir, oui, un métier qui est assez rémunérateur, mais il faut pas que ce soit un unique objectif. Et j'ai besoin de me sentir vraiment utile pour les autres.
Donc, je sais que je ne pourrais pas exercer dans le monde de la finance, et en tout cas de la spéculation. Parfait. Donc ça, c'est une très bonne réponse. Elle est très bien justifiée. Bravo. Valentin, dans quel domaine aimeriez-vous pas exercer? Moi, je pense que j'ai fait hors sujet. Ah, J'ai mis que, enfin, moi, je dirais plutôt que chaque domaine, du coup, a sa richesse et que c'est un peu compliqué de répondre à cette question, puisque que ce soit dans le travail manuel où on suit physiquement, ou cérébralement, ou on suit mentalement, on a toujours des métiers où on a quelque chose à nous apporter. Et je pense que la question, ce serait plutôt de tourner vers pourriez-vous faire ce domaine ou pourriez-vous pas faire ce domaine? Et dans ces cas-là, il y a plusieurs domaines où je ne pourrais pas exercer. d'accord, mais c'est justement, c'est très bien d'avoir reformulé la question. Maintenant, du coup, est-ce que tu peux y répondre? Ok, alors après, j'ai pas eu la suite de la réponse, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est ça en fait. En gros, c'est très bien de discuter la question, très bien, mais il faut quand même y répondre. Et Ok, c'est ce que fait ouais, Noah. Dans quel domaine aimeriez-vous pas exercer? Alors, oui, il y a des domaines, bien sûr, qui peuvent apparaître positifs pour chacun, il n'y a aucun problème. Mais si par exemple, je sais pas, moi, tu as peur du sang, je prends un exemple stupide, hein, bah, tu dis, voilà, moi, j'aurais jamais être chirurgien ou médecin, parce que c'est vrai que, voilà, j'ai pas forcément envie de voir ça tout le temps. d'accord. Je n'aurais pas pu, par exemple, être aide-soignant, parce que m'occuper des personnes âgées, je pense pas que j'en aurais eu la capacité. Je ne sais pas vous dire quelque chose comme ça. D'accord, ok. Mais voilà, vraiment dire un domaine, voilà, Noah a été clair, moi, la finance, ça m'intéresse pas. J'aurais du mal moralement à faire de la finance. Là, c'est une réponse qui est précise. OK? Ouais. Essaie de reprendre celle-là pour demain et Noah, le pays. OK? Ouais. La 5, et on finira avec ça avant que je vous libère. Qu'est-ce que pour vous un animal? Noah, on t'écoute. Pour moi, un animal, c'est un être qui est conscient d'exister et qui peut ressentir des émotions comme de la douleur. Euh, voilà, donc c'est une définition assez large, mais qui pour moi est importante pour comprendre ma définition de l'animal. D'accord, alors je vais expliquer pourquoi ta réponse n'est pas bonne. J'attends juste de voir la réponse de Valentin. Valentin? Pour moi, donc, un animal, c'est un être vivant plus ou moins doué d'intelligence, mais qui a peut-être sans le savoir, qui contribue à l'équilibre de la planète et de sa biodiversité. C'est ce qui fait la richesse de notre planète, les races différentes qui cohabitent sans problème. Et à mon échelle, je pense que les humains devraient prendre exemple sur les animaux pour arrêter de s'entretuer entre les races. Alors, Voilà. c'est déjà un peu mieux. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'est-ce que pour vous un animal, n'oubliez pas que si on vous pose la question, c'est qu'il faut à chaque fois vous mettre en avant. Donc, vous définissez ce qui est pour vous un animal de manière à faire comprendre qu'aujourd'hui, peut-être, on n'a pas une considération suffisamment importante de l'animal. Quand on voit comment ils sont tués dans les abattoirs, on peut effectivement se poser la question de savoir comment on considère les animaux dans notre société. Quand on voit le nombre d'animaux qui sont abandonnés chaque année et qui sont présents à la SPA, on peut se poser la question de savoir le rôle qu'est un animal. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit encore de tester sur des animaux des produits, d'accord, cosmétiques ou autres, avant de pouvoir les commercialiser pour les hommes? Est-ce que c'est humain de faire ça? Est-ce que la vie d'un être vivant, animal, est moins importante qu'une vie humaine? Si oui, de quelle manière? Oui, en fait, ce qui manque dans ta réponse, Noah, c'est plus ça, en fait, c'est plus la réflexion. Ok, ok, oui, je ne voyais pas comment j'aurais pu dépasser cette question. Voilà, en gros, en fait, J'ai quand vraiment on dit dépassé. qu'est-ce que pour mon animal, quelque part, on essaie de voir si vous avez un petit peu de recul sur les choses et si vous êtes capable de voir qu'aujourd'hui, le traitement infligé parfois aux animaux, il peut paraître injuste et cruel. Ok. C'est clair? Bon, je vous libère parce que je sais que vous enchaînez à 11 heures. Alors, chose importante, demain, on a cours à 9 heures, d'accord? J'ai vu que vous n'aviez pas cours de 11 à 13. Vous avez cours de 11 à 13 ou pas du tout? Non. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse cours de 11 à 13 ou qu'on maintienne 9-11? Moi, c'est comme vous voulez. C'est pour vous arranger que je vous propose ça. Si vous voulez qu'on fasse 9-11, on fait 9-11. Mais si vous voulez qu'on fasse 11-13, 14-16, parce que vous avez, je crois, 14-16 d'anglais, on peut le faire. C'est comme vous voulez. Moi, ça me va comme ça, le 9. 9 Est-ce heures, qu'on peut allez. rajouter cette demi-heure justement là? Ce sera peut-être plus simple. Alors, oui, on pourra éventuellement rajouter la demi-heure. Tu as raison. Alors, il faut que je vois parce que peut-être que je voulais caler un cours, moi. Donc, si c'est pas là, on la rajoutera ailleurs, mais on va essayer de voir. Tout à fait. D'accord. Et une dernière chose, est-ce que justement pour qu'on gagne du temps en efficacité, est-ce que vous pouvez juste nous envoyer la liste de toutes les questions pour qu'on puisse les traiter du coup chez nous pour être le plus efficace ensuite? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est possible. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, alors je vais vous laisser mon mail
et vous allez me l'envoyer. Mais D'accord. attention, mais si tu veux, moi, je ne travaille pas comme ça parce qu'il faut que ça soit spontané dans tes réponses. Je n'ai pas envie que tu aies énormément de temps pour les préparer. Bah après, ça sera à nous de nous réguler, mais ça nous ferait quand même économiser pas mal de temps. On n'a pas beaucoup de cours. Comme tu veux, comme tu préfères. Alors, je vous donne mon mail et vous m'envoyez votre mail. D'accord. Donc, notez mon mail, c'est Samuel Baron, B-A-R-O-N. Euh, Je vais écrire sinon, ça sera encore plus simple. Excusez-moi, j'ai pas écouté, on vous envoie notre travail par mail, du coup? Non, je vais juste, vous m'envoyez juste vos mails pour que moi, je D'accord. puisse vous envoyer la liste de questions. Ok. Donc, c'est samuelbaron0@gmail.com. Je vous l'écris de suite. Vous m'envoyez et comme ça, moi. Donc, demain, on fera une étude de texte et la liste des questions. ok, voilà. Bon, à ailleurs, l'étude de texte, bon, on l'a fait. Si vous voulez qu'on fasse sur notre temps, voilà, vous envoyez pas l'étude de texte. J'ai pas entendu ce que tu veux dire. Je savais pas si l'étude de texte aussi, si on la faisait chez nous ou non pour gagner du temps, mais si vous voulez Alors, qu'on soit vraiment. si tu veux, le problème, c'est que si c'est pas gagner du temps, c'est qu'il faut faire les choses comme on doit les faire. C'est-à-dire, il faut que tu sois dans les mêmes simulations d'examen. C'est-à-dire qu'il faut que tu découvres les choses. C'est-à-dire que je te donne un texte, tu prends 20 minutes et tu le fais. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi. Ok. Maintenant, pour les questions, si tu veux gagner du temps, il n'y a aucun problème. Si tu veux les préparer avant et que Oui. tu fais le parti de respecter la durée, moi, ça me va. Je préfère aussi. Par contre, pour l'étude de texte, l'idée, c'est d'avoir des conditions, si tu veux, d'examen et d'analyse qui soient presque identiques aux conditions. Oui, ça, je comprends mieux. Ok. Même les questions, je serais aller vite. Non, mais les questions, moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez les préparer avant, moi, en corrige, moi aussi, je préfère. Je peux le comprendre. Sur les questions, il n'y a aucun souci. Vu que c'est un travail de préparation, on peut. Même si je ne vous ai pas laissé forcément beaucoup de temps, puisque vous n'avez que 20 minutes. Hein. Donc, c'est relativement court. Ok. Donc, Très bien. du coup, tu peux m'envoyer ton mail dans la discussion, comme ça, je le transfère de suite. Ah non, mais je vous envoie Un directement mail un directement. mail. Allez, ok. Parfait. Voilà. Merci Je vous ai beaucoup. envoyé. Super. Merci beaucoup à tous. Alors, je vais juste noter l'adresse de Valentin, Val Grignon, 130702@gmail.com. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous. Merci Merci à Et beaucoup. je vous dis à demain. À demain. Super. Et ben, à Merci demain, au beaucoup. revoir. Bonne journée, à demain. Oh, quel lourd. Non. Putain, quel horreur. Val Grignon. Putain, ils sont relous. Waouh. C'est impeccable. Tu y trouves. Val Grignon. Putain.
Putain, dis-moi. La douche. Allô? Ça va Dado chez toi? Vous êtes bien arrivé? Ouais, alors?